Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Je suis en compagnie d'Isabelle Deslauriers, allô Isa, qui est mon amie et une entrepreneure qui est ses heures de gloire à HEC parce que ton projet d'entreprise ne laisse pas indifférent. Tu es dans l'industrie des jouets érotiques et même l'éducation sexuelle. Je pense que l'éducation, c'est un volet super important de ton travail. On s'est rencontrés justement à HEC où je travaillais, on avait des amis communs aussi. Puis ton approche m'intéressait vraiment beaucoup parce que tu fais pas juste des jouets en plastique tels qu'on peut l'imaginer dans des sex shops douteux de bord d'autoroute. C'est souvent, c'est plus, tu veux faire un produit écologique, éco-responsable, puis t'as des valeurs humaines et environnementales que les gens associeraient pas normalement à cette industrie-là. Donc, on a commencé à parler ensemble d'entrepreneuriat de manière plus générale, puis on a forgé une amitié, puis j'essaie toujours de rester au courant de tes projets. Et là, j'ai réalisé que la sexualité, c'est du mouvement. Donc, à mes yeux... Pas ma même choix. Ça concernait Renard parce qu'on veut explorer le mouvement sous toutes ses formes. Et j'ai réalisé que même dans le domaine de la sexualité, le paradigme de la performance, de bouger, encore une fois, de faire l'acte pour performer, puis qu'on pense beaucoup aux prouesses physiques, à notre flexibilité ou à notre technique, ça peut vraiment nuire à l'expérience humaine. Oui. Et il y a un grand mouvement pour un peu contrebalancer ça qui s'appelle le slow sex. Fait que c'est des thématiques qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Mais tu as un super beau parcours, fait que j'aimerais vraiment qu'on peut commencer par ça, en fait, te présenter et parler de ton histoire. Puis même reculer à qu'est-ce que le design, parce que c'est ça ton diplôme, tu es designer industriel. Avant même de parler de ton entreprise, c'est quoi le design? À quoi ça sert dans la vie? Dans le fond, le design industriel, c'est un domaine qui est assez large puis qui est assez nouveau aussi. Le design industriel, tel qu'on le connaît, est arrivé avec, l'industrialisation, ça fait un peu de sens, mais beaucoup arrivé dans les années 30-40 avec le design d'objets qui vont être produits industriellement, donc produits en série. Le design industriel, si vous pouvez un peu plus le visualiser, c'est ce qui fait que Apple est si populaire, que certains modèles de voitures vont être plus populaires que d'autres. Même certaines chaises. Il y a des chaises qui vont se vendre à 4000 $ l'unité versus celles à 10 $ chez Ikea. Mm-hmm. En fait, même Ikea, c'est du design industriel parce qu'il faut qu'ils pensent à comment est-ce qu'on conçoit un objet qu'on est capable de désassembler, de mettre à plat et de shipper et qui reste quand même beau une fois assemblé. Fait que tout ça, c'est du design industriel. Tu sais, il y a plusieurs domaines dans le design industriel. Il y en a, ça va être du mobilier. Il y en a, c'est tout ce qui est électronique. Les iPhones, les MacBooks, les trucs comme ça. T'as aussi les voitures. Puis, dernièrement aussi, il y a un domaine qui s'est développé qui est le design UX, qu'on appelle, d'expérience usagée, qui est beaucoup plus... À la base, c'était beaucoup plus avec tout ce qui était électronique, les sites web, les applications, les softwares, mais maintenant, on voit un gros parallèle entre l'objet et l'expérience, même si ce n'est pas une expérience numérique, il va même avoir du design d'expérience... design de service. Design de service, design même d'expérience dans les musées. Comment designer un parcours et tout. Puis, il y a entre autres le Design Council en Angleterre, qui est un ministère du design en Angleterre, qui va approcher certaines problématiques de la vie de tous les jours avec du design de service, comme par exemple, il y avait une équipe de designers qui s'est penchée à comment est-ce qu'on peut repenser tout le processus quand on reçoit quelqu'un qui vient se plaindre pour une agression sexuelle, pour que ça soit plus humain, plus encadrant, au lieu d'arriver dans un poste de police qui te mette des sacs Ziploc ses mains. Pour pas que tu contamines les preuves. Pour pas que tu contamines les preuves, puis comment est-ce qu'on te fait asseoir juste dans une salle d'attente normale versus, tu sais, tous les gens qui sont proches de toi, ils t'affectent quand tu sors d'une expérience traumatique. Fait comment est-ce que le design peut... Tu sais, dans le fond, le design, c'est vraiment se mettre à la place des gens, expérimenter ce qu'ils vont vivre à leur place et essayer de faire que l'expérience, que ce soit au niveau du produit ou au niveau du service, que tout ça soit le plus facile, aisé et bonifiant, si tu veux, possible. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient pas ce tronçon-là. Moi-même, je veux dire, moi, je disais, c'est tellement design, cette chose. Puis c'était synonyme de, c'est beau, c'est esthétique, puis un certain, des fois, coolness associé à des produits qu'on pense comme design, que c'est minimaliste et épuré. Mais en fait, c'est pas une esthétique, c'est une approche pour créer, que ce soit des produits ou des expériences. Oui, une approche empathique. Puis, tu sais, de règle générale, le meilleur design qu'il peut avoir, c'est un design que tu vois pas.
Si t'es pas capable de dire qu'il y a un designer qui a travaillé là-dessus, ou c'est design, mais que ça fonctionne super bien, que tu comprends comment est-ce que ça fonctionne, puis tu l'utilises. T'as même pas besoin du manuel d'instruction pour l'utiliser. Ça, c'est quelqu'un qui a travaillé, ou une équipe qui a travaillé super fort, super longtemps, puis que le design est bien fait parce qu'il est discret, mais il est là. Puis c'est fou comment, je réalise avec le temps, que faire quelque chose qui devient évident puis facile à la fin, c'est difficile à produire. Ça demande énormément de travail puis de réflexion. Puis même dans ton domaine, en fait, les jeux érotiques, ça c'est pas fait du jour au lendemain, c'était des heures et des heures, comme des années de recherche et de peaufinement qui t'ont amené à développer tes produits avec une compréhension très élaborée des rapports humains intimes dans le couple, de la sexualité individuelle, plus spécifiquement la sexualité des filles. Puis on dirait que t'arrêtes jamais d'apprendre. On dit à la blague que là, tu nous as amené des livres. Il y en a 6 sur la table, puis tu t'es retenu parce que t'as une bibliothèque entière. Oui. Puis honnêtement, maintenant, une chance qu'il y ait les audiobooks, fait que ça prend beaucoup moins de place chez moi, mais j'ai recommencé une autre collection avec juste des livres audio parce que j'ai plus de place pour les mettre. Faut que j'y range à quelque part, puis... Je pense que c'est un truc qu'on a en commun. Chaque fois qu'on se voit, on se parle de livres, on s'échange des livres. D'ailleurs, lui, qui s'appelle Joyful, qui est devant moi, c'est une référence que tu me donnais qui peut influencer Renard. Fait que, bref, on baigne là-dedans. Mais justement, à l'époque, quand tu ne connaissais pas ce domaine-là, t'étais à l'école de design, t'étais à ta dernière année, ou peut-être même avant, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic? Dans le fond, le déclic est arrivé, le vrai déclic est arrivé première année de design. Première année de design, bon, je viens de déménager à Montréal, moi je viens de Québec, fait que c'est toute une nouvelle gang de gens, on se connaît pas personne. Je connaissais juste une autre personne dans mon bac quand on a commencé. Puis on décide de faire une soirée pour comme créer une cohésion dans le groupe. On décide de se faire une soirée de vente à domicile de sextoy. Parce que, pourquoi pas, ça va nous mettre tous à l'aise. Moi, à cette époque-là, je suis en couple depuis 1 à 2 ans. J'ai jamais eu de sextoy à proprement parler pour moi. Et j'ai toujours été très gênée de rentrer dans des boutiques érotiques. Comme déjà, ça met la table. Puis là, bon, la dame vient à l'appartement, elle présente des jouets érotiques, des lubrifiants, de la lingerie, des trucs pour hommes, des trucs pour femmes. Puis là, tu sais, la dame s'est déplacée. Moi, je me dis, elle s'est déplacée, elle nous a donné, tu sais, 3 heures de son temps, ça a été un bon entertainment. Le minimum que je puisse faire, c'est d'y acheter quelque chose. Puis là, je regarde mes amis, je suis comme, je sais pas quoi acheter. Puis là, il y en a une qui fait « Achète ce produit-là, c'est un nano vibrant pénien, dans le fond, un cock ring, avec un dauphin dessus qui est supposé d'aller stimuler le clitoris. Et le tout est mauve. » Puis elle me dit... le dauphin mauve, j'avais oublié. J'aurais dû l'amener, j'y ai pas pensé. On enverra des photos par la suite. Moi, une soirée comme ça, qui était... je sais plus si c'était... En tout cas, je veux pas... j'avais gagné le lapin rose, le vibrateur lapin rose que je n'ai pas gardé. Pour les mêmes raisons que toi, pareil. Je pense que l'expérience... Des bonnes raisons. C'était comme étrange. Ouais. Fait que, achète le jouet, amène ça à la maison, puis là, je montre ça à mon copain, puis mon copain, non. Ça n'ira pas sur mon pénis, non. Fait que là, je suis comme, OK, mais tu peux-tu retourner des jouets érotiques? Puis là, en même temps, c'est une présentation à domicile. Tu retournes pas quelque chose que tu as eu une présentation à domicile? Puis si oui, comment ça se fait? Je fais, bon, ça vibre, est-ce qu'il paraît de la vibration, ça marche bien pour les filles, je peux l'utiliser pour moi-même. Fait que là, j'essaye de l'ouvrir, puis là, pour l'ouvrir, juste pour que vous imaginez bien, c'est les emballages plastiques rigides, ceux qui prennent des ciseaux, 3-4 ciseaux pour l'ouvrir, puis en même temps, tu t'es ouvert la main parce que le plastique est trop rigide, puis là, tu forces après pour le sortir. Bon, déjà, juste l'ouverture, c'est pénible. Après ça, t'arrives, puis là, t'as l'anneau avec le dauphin dessus. Puis comment est-ce que ça fonctionne? Faut que tu rentres un bolet vibrant dans le derrière du dauphin, dans une petite ouverture qui va s'élargir en latex. Puis au bout du bolet, t'as un fil et une télécommande. Fait que là, moi, je m'imaginais en action pour les gens qui l'utilisaient. Tu sais, je viens de commencer des design industriel, fait que je me mets dans la place des gens qui l'utilisent pour sa fonction. Puis là, je m'imagine dans le lit avec ça, à essayer de le mettre sur le pénis de mon partenaire. Puis avec la manette, attends chérie, là, on va retrouver la manette, donc je me suis empêtrée dedans. Puis là, c'était juste l'apocalypse en termes d'utilisation. Puis là, je me concentre un peu plus sur mes 5 sens. Puis là, je me rends compte que ça fait 30 secondes qu'il est sorti du paquet. Puis la poussière colle dessus. Puis là, il colle après mes doigts, il fait un le bruit typique de plastique cheap. Puis il sent le char neuf. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai fait non.
ça n'arrivera pas. Je n'utiliserai pas ce jouet sur moi-même. C'est une joke. Ce produit est une blague à la sexualité humaine. Puis, pendant les années qui ont suivi, cette blague a sorti à presque tous mes soupers d'amis à la maison pour montrer, regarde ce que c'est du mauvais design. Puis, à force de faire ça, rendu en... le dauphin mauve, l'objet finissait au milieu de la table, puis vous en parliez, puis vous... Oh oui, on le faisait vibrer, voir, on faisait des paris, est-ce qu'il allait se rendre au bout de la table, puis si oui, en combien de temps, là, une petite course de jouets érotiques. Puis, fait que là, je fais cette joke-là pendant des années, puis là, tu sais, on reçoit des infolettres de design. Quand t'es étudiant en design, tu t'inscris à une couple d'infolettres. Oh, merci. Puis, là, je voyais plein d'autres jouets érotiques qui sortaient sur le marché que je trouvais, moi, très mal designés, comme des jouets qui disaient qu'ils étaient écologiques, parce qu'ils étaient en forme de feuilles, puis qui étaient rechargeables. J'étais comme, vraiment, tu peux pas faire mieux que ça en termes d'écologie? Ou des dildos ou des vibrateurs qui sont à dynamo. Ah, OK. Puis là, j'étais comme, OK. Déjà, c'est un peu mieux. Ouais, c'est ça, il y a une réflexion. Il y a une réflexion de la méthode de chargement. Mais pendant des années, j'ai fait des jokes sur les jouets érotiques parce que je trouvais, mon Dieu, c'était mal design. Puis, le programme de design industriel, comment ça marche, c'est que c'est 3 ans général, tu vois plein de domaines. Puis, la dernière année, tu te spécialises dans un domaine particulier ou une problématique que tu veux aborder. Puis, rendu en 3e année, mes amis m'ont dit, t'es pas game de faire des jouets érotiques comme projet final. Puis là, j'étais comme, mon pauvre père qui a payé mes études à Québec, il va arriver après 4 ans, puis il va voir que je fais des pénis en plastique. Je peux pas faire ça. Fait que là, finalement, fait la blague à mon père, qui est entrepreneur aussi, puis il dit non, c'est une super bonne idée de projet. Clairement, ça a besoin d'amélioration. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu veux t'en aller là-dedans, aucun problème. Fait que là, je décide d'aller là-dedans. Ma vision première étant... moi, j'ai l'impression que c'est l'esthétique des produits qui est problématique, que c'est une esthétique qui ne correspond pas à la réalité d'un couple ou à une vision romantique de la sexualité, qui est probablement plus une esthétique dans le marché à l'époque qui était, j'avais l'impression, plus pornographique, réaliste. Puis les gens pensaient, en tout cas, du moins moi, je vais parler pour moi, on va dans, on est tout allé dans des sex shops, puis là, on est gêné un peu, on rit, puis on pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose, en fait. T'sais, on se dit, c'est ça la sexualité, puis il n'y avait pas de modèle alternatif. Non, puis... C'était pas dans mes réflexions à l'époque. Puis c'est ça, toi, ça a été des réalisations multiples qui t'ont mené à concevoir tes produits. Fait que, excuse-moi, continue. Fait que t'avais une approche plus esthétique. Oui, plus esthétique. Puis là, je me suis rendu compte en faisant des recherches que, honnêtement, côté esthétique, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui sont plus haut de gamme, il y en a qui ressemblent à des bijoux, il y en a qui ressemblent à des produits de designer, il y en a que c'est vraiment du pornographique, il y en a qui ça ressemble, c'est du ludique qu'on appelle, qui ressemble à des jouets pour enfants, comme exemple Rub My Ducky, qui est un canard vibrant pour le bain. C'est des choses comme ça, mais il y en a vraiment pour tous les types d'esthétique et tous les types de stimulation. Tu sais, que ce soit clitoridien, vaginal, point G, anal, alouette, tous les types de stimulation étaient là. Fait que, d'un point de vue de base, c'était assez bien couvert, bien que peut-être pas tous les choix de jouets étaient disponibles sur le marché, mais en faisant plus de recherches, entre autres, au niveau des matériaux, puis au niveau de l'intimité chez les gens, comment ça fonctionne l'intimité, mais j'ai découvert au niveau des matériaux un problème criant, qui est le problème des phtalates. Tu sais, tantôt, quand je vous parlais du dauphin mauve avec l'odeur de voiture neuve, ça, c'est typique des phtalates. C'est des produits qui sont interdits dans les jouets pour enfants et dans les produits cosmétiques maintenant, mais qui sont autorisés dans les jouets érotiques parce que c'est une industrie qui n'a aucune législation. Les jouets érotiques, personne ne veut toucher à ça de proche ou loin avec un bâton, le gouvernement. Fait qu'il y a une certaine liberté d'action qui fait que des compagnies peuvent être négligentes sur les matériaux. Oui. Personne ne pose de questions. Tu sais, que ce soit les manufacturiers ou même des fois les boutiques, les manufacturiers, s'ils peuvent faire beaucoup d'argent en faisant des produits qui coûtent 30 cents au lieu de coûter 30 $, ils vont le faire. Surtout si c'est fait en Chine, puis comme t'as pas trop la main mise sur les matériaux qui sont dedans. Puis les phtalates, ce que ça amène, c'est l'équivalent des BPA. C'est ce qu'on appelle un disrupteur endocrinien. C'est-à-dire que le corps, quand il voit des phtalates, il va l'associer à des hormones. Fait qu'il va l'acheminer aux organes génitaux. Puis comment ça marche? C'est comme le plomb. C'est-à-dire que ça va s'agglutiner sur les organes génitaux, mâle ou femelle, puis à la longue, ça va les atrophier, les rendre moins fertiles. Puis pour les femmes, ce que ça veut dire aussi, c'est ça se transfère sur le fœtus. Fait qu'imaginez des micro-particules de plastique, dans le fond, qui s'agglutinent sur vos organes génitaux, qui se transfèrent à vos fœtus. Déjà, ça ne tente pas trop. Puis le pire là-dedans, c'est que pour des jouets érotiques chez les femmes, vu que les jouets sont à insertion, sauf ceux clitoridiens,
ben, vous avez pas la protection de votre peau. Tu sais, la peau, normalement, va filtrer 80% des produits toxiques avec lesquels tu vas entrer en contact tous les jours. Mais dans le cas des muqueuses, les muqueuses, c'est une éponge. Fait que ce que ça va faire, ça va prendre tout le plastique, dans le fond, qui suinte en dehors. Toutes les phtalates qui suintent en dehors du plastique, ça va les assimiler dans ton système sanguin, puis direct à tes organes génitaux. Fait que tu sais, le petit collant dessus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, t'as des boutiques érotiques sans phtalates aux États-Unis. Il y en a une, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis plein de jouets avec des phtalates dans un bocal en verre, puis tu vois la buée dedans. Ah, ouais. Tu vois la buée dans le bocal. Ça fait passer au test, tu sais, le classique image de l'émission Super Size Me, du documentaire qu'il avait mis un hamburger McDonald's puis qu'il avait jamais moisi. En tout cas, je sais pas s'il avait tweaké ça ou pas, là. En tout cas, moi, j'ai la McDo dans mon char et moi, ça jamais. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, t'as eu l'approche, OK, il y a un problème esthétique, là, tu te rends compte, les matériaux ont un problème. Plus gros problème. Ta réflexion est allée encore plus loin parce que tu te rends compte aussi que la majorité des jouets ont un moteur. Puis il y a une vision aussi assez masculine de dire, hey, ça vibre à telle répétition, puis ça a une durée de performance. Il y a un aspect encore très... Hey, c'est vendu comme un ordinateur ou comme un char, là. J'ai des compétiteurs qui sont, dans le fond, des jouets faits par des hommes pour des femmes, ce qui était la norme, d'ailleurs, dans le marché, avant 2010. Puis ils sont comme tant de modes de vibration, notre moteur fait tant de mégahertz, on a tant de chevaux vapeur dans notre jouet érotique, puis je suis comme, ça me vend pas ton jouet érotique, ça me tente pas de l'acheter parce qu'il y a 26 features dessus, là. Je veux l'acheter pour son allure, ce qui va m'amener, puis tu sais, les matériaux. Puis encore une fois, je pense qu'il y a une vision que un jouet érotique, ça vibre. Oui. Que tu dis, ça vibre, puis que tu remettes ça en question, puis là, ça te fait questionner même la sexualité de manière plus générale. En fait, l'intimité, c'est vrai, ça, c'est une grosse partie de mes questions, c'est relié à l'intimité. Fait que là, tu t'es rendu, c'est ça, je connais beaucoup d'autres choses parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais on dirait que je veux pas te voler tes réponses, mais... Vas-y! Des fois, j'en oublie. Je me rappelle de l'histoire, c'est ça, fait qu'il y avait l'aspect performance, le moteur et tout. Oui. T'as décidé de faire des jouets sans moteur. Et là, après, t'as aussi élargi ta réflexion sur, OK, la sexualité, il y a toutes d'autres phases de connexion humaine avant ça qui sont aussi importantes puis qui sont un peu tassées. Ben moi, tu sais, j'avais voulu regarder, bon, t'as la sexualité qui est ce qui a rapport aux organes génitaux. T'as la sensualité qui a rapport aux 5 sens. Puis t'as l'érotisme qui englobe tout cela, qui a rapport à tout ce qui peut être érotique, que ça soit des fantasmes, que ça soit les 5 sens, que ça soit tes organes génitaux. Puis moi, je voulais sortir de juste le paradigme des organes génitaux parce que déjà, la stimulation était là, puis j'ai l'impression que c'était pas vraiment un problème. Tu sais, c'est une chose de pas pouvoir trouver son point G, mais moi, dans le fond, quand j'ai commencé ce projet-là, bon, là, ça va sembler un peu plus personnel, mais j'étais dans une relation depuis 4 ans, 5 ans, puis honnêtement, on n'avait plus de sexualité. Puis je me suis rendu compte, en parlant avec beaucoup de couples, amis à moi, que on apprend tous comme... c'est quoi des MTS, comment ne pas tomber enceinte, des choses comme ça, mais on n'apprend pas que après 4, 5, 6 mois dans une relation, ben les hormones qui font que t'as beaucoup de drive érotique vont partir, puis ton intimité, faut que tu la construises. Puis ton rapport comme physique à l'autre, faut que tu le travailles, ça vient pas naturellement, faut que ça aille, tu sais, dans un tout de connexion à ton corps, puis j'étais comme, clairement, ce n'est pas là. Puis là, en faisant des recherches, je voyais aussi... par exemple, juste le rapport à ton corps quand t'es une femme, vu que les organes génitaux féminins sont beaucoup plus tabous, le clitoris, c'est un organe qui est hyper méconnu, qui est disparu des livres médicaux pendant quasiment 100 ans à cause de Freud. Merci Freud. Ça a disparu, puis ils ont fait une étude dans un campus universitaire aux États-Unis. 26% des hommes ne savaient pas où était le clitoris. Okay. T'es à l'université, là, c'est pas fin du secondaire 5, là. Puis 29% des femmes ne savaient pas il était où. Il y avait plus d'hommes que de femmes qui savaient où était le clitoris. Puis tu sais, quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont jamais regardé, surtout des femmes, on s'entend, des hommes, c'est plus facile à regarder ses organes génitaux, mais les femmes ne regardent pas leurs organes génitaux. Fait que vient aussi toute la pression de culture, tu sais, que les seuls organes génitaux féminins que t'as vus, c'est soit dans la porn, qui est très, 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 très standardisé et photoshopé, ou dans tes cours d'éducation sexuelle qui étaient très, 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 très minimes au secondaire, quand t'en as eu, quand t'as été assez chanceuse pour en avoir. Fait que tout ce rapport au corps-là était problématique. Puis, dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait des outils plus d'exploration corporelle. Tu sais, je voulais pas nécessairement y aller pour
l'orgasme ou pour l'atteinte d'objectifs corporels. Moi, mon but premier, c'était, clairement, on est déconnecté de nos corps, d'un point de vue érotique. Comment est-ce qu'on fait pour reconnecter avec le corps? C'est ça, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que tes produits s'adressent au couple, mais tu as tellement des belles réflexions sur l'exploration personnelle aussi, tu sais, je pense que les filles ont une grande insécurité par rapport à leur propre corps, puis t'as un peu l'impression que, comment dire, que c'est ça, c'est le jouet peut-être qui va t'apporter quelque chose, puis tu regardes pas, puis tu veux pas trop te questionner là-dedans, puis toi, t'as carrément appelé ton produit un explorateur féminin, fait que d'adoucir aussi même le vocabulaire associé au produit pour que ce soit moins intimidant, puis que les gens puissent plus se l'approprier. Je me rends compte, en fait, qu'on n'a pas présenté tes produits, on les a mis devant nous. Pour les gens qui nous suivent de manière audio, Isabelle va les décrire. Autant que faire se peut, oui, donc les produits de Désirable, ça a commencé avec le Dahlia. Oui, donc le Dahlia, c'est ce qu'on appelle en bon français un godemiché ou godemichet. C'est un explorateur féminin que nous autres on appelle. Sinon, en anglais, ça s'appelle un dildo. C'est, dans le fond, une forme phallique, certes, mais très, très épurée. On le fait, dans le fond, avec un certain angle dedans, une courbe, pour permettre d'aller trouver le point G, puis aussi s'adapter un peu plus à l'environnement un peu plus changeant du vagin, qui est plus en courbe, on s'entend qu'une ligne droite, là, comme on voudrait nous faire croire. Puis donc, c'est ça, il y a une bonne courbe dedans, puis il y a deux embouts qu'on peut utiliser. Il y a un embout qui est un petit peu plus large, dans le fond, plus organique, qui va venir en pointe, un peu plus, bon, on s'entend c'est une pointe, mais avec un bout rond, là, on voudrait pas quelque chose de pointu. Donc, en pointe, qui va venir à l'intérieur pour masser, trouver le point G, vraiment être plus précis dans son approche. Puis après ça, on a l'autre embout qui est un peu plus rond, un peu plus petit, qui peut soit être utilisé comme poignée pour rentrer l'autre embout, ou utilisé pour les exercices Kegel puis renforcer le plancher pelvien. Ou vraiment juste venir masser les parois vaginales. Finalement, après toutes tes recherches, le matériau que tu as choisi, c'est la porcelaine. Oui, là, je suis sûre que tous tes auditeurs ont entendu un cling dans leur tête. Genre que ça va casser. Ça va casser. C'est une question que tu as souvent. Oui. Ok, mais ça doit être fragile. Oui. La première question que les gens se posent en se disant porcelaine, c'est mais ça va pas briser en dedans de moi. Puis là, t'es comme, non, personne voudrait faire des jouets à date, personne s'est blessé avec. Jamais. Honnêtement, il y a plus de chances que tu te fasses mal à un os ou que tu te fasses un solide bleu que l'objet casse en dedans de toi. Dans le fond, la porcelaine, en utilisation, c'est un matériel qui est super résistant. Tu sais, tes toilettes, t'as pas peur de t'asseoir dessus. Non. Mais c'est de la porcelaine. Tu sais, même chose, bon, les assiettes, oui, sont fragiles si tu les échappes. C'est le seul défaut de la porcelaine. Autrement, la porcelaine est sensible au choc, mais autrement, la porcelaine, c'est un matériel qui est biocompatible, qui est hypoallergène, qui va prendre la température de la pièce ou du corps. Fait que donc, il peut changer de température, qui peut être aussi utilisé, comme aujourd'hui, on aimerait l'utiliser dans le frigo. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait très chaud. Parce qu'il fait chaud. Il fait 37 degrés, Montréal, bonjour. Donc, la porcelaine, c'est ça, peut être réchauffée, refroidie. Contrairement aux jouets en silicone, c'est un matériel aussi qui peut être utilisé avec n'importe quel type de lubrifiant. Parce que les jouets en silicone, si tu les utilises avec des lubrifiants à base de silicone, ça va faire fondre ton silicone. Fait que pour des jouets qu'on voudrait en silicone grade médical, généralement, ça se détaille autour de 150-200 $. Okay. Tu ne veux pas faire fondre ton jouet en te trompant de lube dans le tiroir. Puis aussi, c'est vraiment un matériel qui est beau, qui est doux. Puis nous autres, dans le fond, on le fait maintenant mat. Il n'y a pas de glacis dessus, puisque la porcelaine, une fois que c'est cuit, c'est vitrifié. C'est-à-dire que entre les particules de terre, ce qui se forme, c'est de la vitre. Fait que même si tu le rentrais dans un verre de vin rouge pour la journée, puis tu le ressortais, tu le mettrais sous l'eau, tout s'en va. Il n'y a rien qui tâche le matériel. Puis c'est un matériel aussi qui est facile à mettre en forme à la main. Tous nos produits sont faits à la main. Dans un rayon, tu sais, au Québec, le plus proche possible, toujours du bureau, t'essaies de trouver des fournisseurs. Exact. On a à peu près tout, sauf notre papeterie. Tout est fait dans un rayon de 90 km d'ici. Fait que ça nous permet d'aller voir nos fournisseurs, d'adapter. Puis tu sais, comme tu me disais, le design, t'apprends tous les jours. Puis le Dahlia, sous sa forme actuelle, c'est notre 4e version. Ah oui, ok, j'avais pas... Mais moi, j'ai une des premières... T'en as une encore glacée. Oui. Ouais. Dans le fond, on a eu 4 versions. On a eu la version au départ que j'ai faite à l'école, qui était, les ratios de forme étaient un peu différents. Après ça, on a sorti une avec, dans le fond, une ligne qui n'est pas glacée au centre, parce que ce qu'il faut savoir avec la glaçure, c'est qu'on peut pas la mettre partout.
OK. Parce que si tu glaces quelque chose dans un four à céramique partout, il s'enlèvera plus de la plaque, il va briser avant de s'enlever. C'est pour ça que vos tasses sont toutes des sections pas glacées en dessous. Ah, OK, c'est bon ça. Donc, on l'a fait avec une bande. Après ça, on a changé la forme un peu sous les critiques des clients parce qu'ils trouvaient que le ratio de la poignée puis des bouts était trop petit. La différence, fait que visuellement, ça avait de l'air cassant. Juste la différence de forme, puis juste en épaississant. Fait que c'est ça, le centre était plus délicat, mais ça avait l'air plus fragile. Ça avait l'air plus fragile, même si ça l'était pas, mais juste la grosseur faisait que dans la tête des gens, c'était plus fragile. Fait qu'on l'a changé, fait qu'après ça, il était presque tout glacé avec un tout petit point qui n'était pas glacé en dessous. Là, les gens étaient comme... La question qu'ils posaient, c'était « Oui, mais le bout qui est pas glacé, est-ce que c'est poreux? » Parce que c'est pas la même texture, fait que là, fallait leur expliquer que non. Fait que finalement, le plus simple, c'est tout uni, super doux, ça fait un feeling un peu de coquille d'œuf. Oui, on l'appelle ça. Puis les Adori, parce qu'il y a aussi d'autres produits qui étaient liés justement dans ta vision de pas juste parler de sexualité et pénétration, c'est de dire, OK, c'est la stimulation sensorielle, puis c'est le contact avec l'autre. T'as aussi développé des pierres de massage qui n'étaient pas tant habituelles. J'ai l'impression on s'imagine les trucs de massage, souvent c'est des trucs en plastique pour se défaire les tensions. Ou les roulettes en bois. Ou les roulettes pour c'est comme se brosser le dos puis se détendre. Toi, t'as décidé de concevoir des produits, encore une fois en porcelaine, pour permettre d'autres sensations pendant le massage. Exact. On en a 3 devant nous qui ont des tailles différentes. On va les prendre en photo pour les joindre à la page du podcast. Mais je serais curieuse de savoir... Pour ceux qui veulent s'imaginer un peu ça a l'air de quoi, si vous ne voyez pas les photos, on référence ça souvent à des grosses cuillères à soupe tonkinoise. Ça a l'air de ça. C'est une forme vraiment inhabituelle. La plupart de mes clients pensent que ce sont des petits dildos. OK. Parce qu'il n'y a rien qui existe au monde comme ça. Qui ressemble à ça, exactement. Mais de les utiliser, c'est vraiment pour du massage externe. Les gens, s'ils veulent l'utiliser. Moi, dans le fond, ce que je voulais faire, c'était... en étudiant comment fonctionne l'intimité chez l'être humain, on se rend compte que l'intimité est beaucoup bâtie avec le toucher. Puis, tous les préliminaires, dans le fond, moi, dans ma tête, un des meilleurs préliminaires pour, 1, se détendre, 2, explorer le corps de son partenaire, c'est vraiment le massage. Par contre, beaucoup de gens qui n'ont pas de technique en massage, ou qui n'ont pas les connaissances pour faire un massage pendant longtemps, fait que souvent, les gens se plaignent d'avoir mal aux mains rapidement. Tu sais, tu vas masser quelqu'un, puis là, t'es comme, j'ai mal aux mains après 5 minutes, fait que je vais arrêter. Puis je pense que même pour le massage, il y a une pression de performance. Parce que moi, je me disais, aïe, OK, genre, mon chum pourrait se payer un masseur professionnel dans un spa, puis genre, tu sais, ça lui ferait tellement du bien, puis moi, je me sentais pas compétente. Encore une fois, c'était, est-ce que... T'as peur de faire plus mal qu'autre chose. T'as peur de faire mal, t'as peur qu'il aime pas ça, puis encore une fois, tu te dis que, OK, faut que je performe, faut que je fasse bien ça, puis c'est d'oublier qu'encore une fois, c'est pas juste une technique. Juste le contact physique peau à peau fait du bien. Puis même, je pense que dans la société, on parle de carence en toucher. Je pense que c'est un des livres qui est sur le top de la pile en ce moment, qui s'appelle Touching the Human Significance of the Skin. J'ai l'impression que ça a alimenté tes réflexions aussi de juste le contact peau à peau. Oui. Dans le fond, le contact peau à peau va déclencher dans le cerveau certaines endorphines, oxytocine, des choses comme ça, qui vont déclencher un attachement à long terme. Mais les gens, tu sais, si tu fais pas de préliminaire, tu t'en vas juste, pour la chose en 2-3 minutes, ton cerveau a pas le temps de construire ce qu'il faut qu'il construise pour un attachement à long terme. Puis, les gens, c'est ça, ils voulaient pas masser parce qu'ils ont mal aux mains vite ou ils ont pas de technique. Fait que là, j'étais comme, OK, comment est-ce que je fais pour créer un outil qui va permettre de masser, mais qui donne un maximum de contact peau à peau? Parce que c'est ça le problème avec les roulettes ou les trucs du genre, t'es déconnecté du corps de ton partenaire. L'outil, ta main tient l'outil, mais ta main touche plus le corps. Touche plus le corps. Fait que, tu sais, les réactions que t'es supposé avoir sont pas là, parce que t'es pas contact peau à peau. Donc, c'est ça, c'est des petites cuillères à soupe tonkinoise. Puis, comment ça fonctionne, c'est vous avez mal aux mains rapidement parce qu'on va mettre toute la pression sur les ossatures de la main. Ce que moi, je voulais faire, c'était créer un outil qui permettait d'enlever la pression sur les jointures dans le fond de la main, puis qui, eux, allaient aller chercher le muscle. Fait que c'est comme des cuillères où est-ce qu'on va tenir la poignée avec le pouce, comme ça ici, puis on va venir placer l'intérieur, qui, elle, n'est pas glacée, dans la main, puis on va venir juste flatter la personne. Fait qu'en flattant la forme courbe du haut de la cuillère, si on veut, va venir chercher le muscle et la détendre. Puis le fait que ce soit en porcelaine, c'est un matériel qui est solide, mais qui glisse. Fait que ça vient vraiment détendre le muscle. On a 3 tailles. On a le grand,
qui est plus pour venir détendre les gros muscles, faire vraiment un massage de détente. On a le petit, qui est vraiment une plus petite surface, qui, lui, va faire un massage plus en profondeur, vraiment pour aller délier les nœuds. Puis, on a fait un moyen qui a une forme un peu différente, dans le fond, qui est, au lieu d'être courbé vers l'intérieur, il y a une courbe vers l'extérieur pour rentrer au milieu de la main. Comme ça ici, dans vraiment le creux de la main. Puis, le pouce vient tout le temps tenir, dans le fond, la poignée. Puis, ça permet aussi, si on veut faire un massage double, de tenir avec le grand et le moyen. Les massages sportifs, je dois dire que c'est drôle comment j'étais pas à l'aise avec le massage. Même moi, mettons, quand j'avais des crampes ou quand je m'entraînais, c'était pas une option de masser les mollets. Ça, mais tes produits sont aussi vraiment intéressants. Oui, j'ai beaucoup de mes amis ou des connaissances, dans le fond, qui s'en sont achetés pour masser soit le cou ou les jambes vraiment après le vélo, parce que c'est des endroits qui sont difficiles à accéder, puis de se masser soi-même à ces endroits-là, c'est assez complexe. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir des outils qui te permettent d'y penser. Tu sais, moi, c'était vraiment ça, c'était pas tant de créer des jouets, c'était vraiment de créer une plateforme qui incitait les gens à reprendre connexion avec leur corps. Puis à en parler. À en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter des pierres de massage, ils vont pas les utiliser souvent, mais ça va les avoir fait réfléchir. Est-ce que tu sens que de manière générale, j'ai l'impression que des fois, les gens sont presque plus inconfortables de parler de toucher que de parler de sexe. Et je sais pas je sais pas si tu le sens dans tes interactions, est-ce que tu sens qu'il y a une grosse éducation à faire sur l'importance du toucher peut-être parler d'intimité, parce que c'est beaucoup plus émotionnel, tandis que le sexe, on peut le rationaliser à quelque chose qui est soit plus physique, comme un besoin, là, ce qui est faux d'ailleurs, il n'y a pas de besoin sexuel en tant que tel. Puis, ou sinon, tu sais, de sexe juste en termes de comme, tu sais, des dates ou des trucs comme qui sont pas impliquants émotivement, tandis que, tu sais, quand tu vas parler de comme embrasser, toucher, masser, c'est vraiment quelque chose qui est plus intime, qui est plus personnel. Puis, tu sais, on s'entend là, on voit aussi beaucoup de tendances dans l'éducation des enfants, de justement, bon, ben, les professeurs, faut pas que tu touches jamais un élève, ou des choses comme ça. Puis, tu sais, j'avais écouté beaucoup de TEDx qui parlent que, oui, il faut qu'on se protège. Oui, il y a eu des trucs horribles qui sont arrivés, mais avec toutes les barrières qu'on met en place, ça fait qu'il y a certains enfants, on prend pour acquis que le toucher ou l'affection comme corporelle est présente à la maison, ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles. Tu sais, t'as pas tout le temps une famille aimante, collante qui va pouvoir te donner ce lien affectif-là. Puis tu sais, surtout chez les enfants, c'est tellement important que justement dans le livre Touching, il parle que à l'époque, les orphelinats pour les enfants, t'avais une politique qui disait on touche pas les bébés, tu les laisses dans leur berceau puis tu les laisses là le plus possible, tu y touches le moins possible aux bébés. Puis les taux de mortalité étaient autour du 50-60%. La journée où ils ont décidé de changer leur politique puis de dire bon ben parfait, les infirmières vont prendre les bébés, vont les toucher, les taux de mortalité ont diminué drastiquement. Je pense que ça a diminué de quasiment 30-40% comme ça, juste parce que le toucher, c'est le premier sens qui se développe chez l'être humain. C'est pas la vue, c'est pas l'odorat, c'est OK, comment est-ce que je me repère dans mon environnement? Puis tu sais aussi, juste au niveau du cerveau puis de l'intimité, si tu fais un câlin, je sais pas... Un câlin de 7 secondes et plus, ton cerveau se déclenche pour dire c'est quelqu'un qui peut être trusté, qui peut être accepté, puis c'est quelqu'un qui tient à toi, parce que un rapide, ça serait juste bon ben OK, salut. Un qui le fait, mais comme juste 3-4 secondes, c'est un peu malaisant. Mais rendu à 7 secondes, c'est je suis là, puis je vais te protéger. C'est comme ancré dans notre cerveau de dire tu sais, si j'étais pas à l'aise avec toi, je serais pas capable de rester à cette proximité physique-là aussi longtemps que ça. Tu me fais penser, une fois, j'avais entendu dire, il y a des cafés ou des endroits, c'est pour faire des câlins. Au Japon, il y a des places où est-ce que t'achètes des gens. Ben, t'achètes pas des gens, mais on s'entend. On achète des expériences avec des personnes. On achète une banque de temps avec quelqu'un qui va faire des câlins, qui va te tenir dans ses bras pendant cette période de temps-là. Surtout qu'au Japon, il y a de moins en moins de relations comme typiques. Fait que les femmes vont aller ou des hommes, là, vont aller dans ces cafés-là pour avoir un rapport émotionnel, mais juste comme physique. Puis au début, ça me semblait être... Mais on a vu les gens qui font des câlins gratuits dans la rue, puis je pense que ça fait toujours plaisir, ça fait bien rire les gens. Puis je me dis, OK, un salon où tu fais des câlins collectifs. Au début, ça me semblait vraiment étrange. Mais c'est sûr que c'est différent de ce qu'on a en Amérique du Nord, on va se le dire tout de suite. Là. Mais en fait, j'en ai vu, il me semble, qui était en Amérique du Nord, où
c'était vraiment plus au niveau de l'affection. Tu sais, c'était des places, c'était pour donner de l'affection humaine. Puis j'ai fait, aïe, je peux comprendre comment dans la société actuelle, ça peut nous manquer. Comme tu dis, pour toutes les raisons des relations hommes-femmes, parce que dérapé récemment avec les scandales, c'est de dire, OK, là, on dirait qu'on est parti à l'extrême, il faut plus se toucher, faut plus, tu sais, comme, je pense que les hommes, ils ont peut-être un malaise aussi de regarder les femmes, comment leur parler, etc. Mais ça peut amener aussi une certaine honte du corps, puis un rejet du corps, puis d'oublier que c'est ça, le contact physique, non sexuel ou juste affectif, fait vraiment du bien à tout le monde, à tout âge. On a parlé des bébés, puis même en vieillissant. Oh oui, définitivement. Puis, tu sais, je pense que faut pas qu'on oublie qu'on a des milliers d'années de programmation en arrière de nous dans notre cerveau, que cette programmation-là n'avait pas de langage. Puis tout ce qui était, tu sais, c'était les actions, puis le toucher, puis les cinq sens, dans le fond, qui étaient utilisés, là, parce que c'était comme ça que tu communiquais. Puis, tu sais, tout ça n'est pas complètement parti en fumée. Il y a encore un reste dans notre cerveau de cette programmation-là. Puis, il faut pas en faire fi juste pour des standards culturels qui vont changer de mode de toute façon, là. Puis, tu sais, on a parlé plus des femmes, mais il y a une difficulté que les hommes vivent aussi en ce moment, puis c'est la dépendance à la pornographie. Puis ça fait une couple de podcasts de personnes qui en parlent, c'est soit des couples, des personnes solitaires, puis je pense que vraiment c'est comme une drogue en fait, puis au point où certains jeunes ont de la difficulté à avoir des relations avec des vrais humains, parce que c'est tellement stimulant en ligne, puis c'est tellement des doses intenses, mais en même temps il y a rien qui compense le vrai contact humain. Tu sais, ça visuellement, ça peut te satisfaire, puis j'imagine que ça stimule l'imaginaire, mais j'ai l'impression qu'il y a une carence en expérience physique, puis ça devient dur après de décrocher du virtuel. Oui, ben, tu sais, t'es tellement inhabitué, mais tu sais, on parle beaucoup d'addiction à la pornographie. Il y a aussi, ça c'est pas documenté, ça c'est mon point de vue, une addiction, tant qu'à moi, aux vibrations, ou aux choses comme ça, ou à tout le moins une acclimatation. Mais tu sais... Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que on prend ça pour acquis, c'est normal que les objets vibrent, mais en fait, tu peux te désensibiliser. Puis là, une relation normale devient encore une fois sous-stimulante. C'est comme devient... Si tu utilises que ça, c'est la même chose avec la pornographie. Si tu n'utilises qu'un type de stimulus pour ton excitation sexuelle, ton cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne? Ton cerveau est très efficace. Les connexions entre les neurones, si elles ne sont plus utilisées, à la longue, ton cerveau va faire « Parfait, on n'a pas utilisé cette route-là dans un longtemps, on la déneigera pas cette année, ça servira pas, on va arrêter d'envoyer de l'influx électrique à cette neurone-là, fait que cette connexion-là va disparaître, que ce soit parce que tu utilises que de la porn pendant des années puis tu te masturbes plus ou t'as plus de relation avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit avec des jouets vibrants puis t'as plus d'autres types de stimulation, ton cerveau va oublier qu'il peut être excité par d'autres types d'excitants. Il va juste se rappeler que, bon, tel type d'excitation, telle image, tel type de porn, c'est ça qui nous starte. Fait que ça va nous starter tout de suite, puis faut réacclimater le cerveau, réhabituer, rééduquer à avoir d'autres types de stimulus. Puis souvent, ce qui va être fait, c'est justement de reconnecter avec son corps, reconnecter avec ses cinq sens, parce que la programmation, comme on en parlait, est déjà là, c'est juste qu'elle a été oubliée pour des trucs plus performants. Parce que c'est tellement rapide. La vibration ou la pornographie, c'est comme... Moi, souvent, je fais la métaphore, c'est comme si tu essayais de partir ton char en pluguant deux fils ensemble. Tu sais, ça va le partir automatique, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Pas sûr. Mais à long terme. À long terme. C'est ça, c'est de savoir, c'est un peu comme les écrans, on parle beaucoup des écrans avec les enfants, que c'est mauvais pour le cerveau, etc., etc. Puis le but, c'est pas nécessairement d'être anti-écran, mais c'est de dire, est-ce que tu utilises, c'est un outil à ton service ou est-ce qu'on se fait dominer puis qu'on est complètement dépendant de ces choses-là? Puis malheureusement, les écrans, c'est la même chose avec le junk food, les jouets érotiques, ils sont conçus pour être ultra stimulants, ultra agréables et donc pour créer des dépendances dans les usages. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'industrie, soit c'est par insouciance ou tu sais, comme qu'ils se rendent pas peut-être compte de l'impact ou soit ils veulent pas en entendre parler. Mais je crois qu'il y a quand même un mouvement, puis une lueur d'espoir, puis à travers les années, puis ça fait plusieurs années que tu fais ça, il y a quand même une montée du slow sex, du mouvement du slow sex. Fait en opposition à tout ce qui se fait dans le monde de la performance. Fait que comment tu as découvert ce courant-là? Je sais pas, est-ce que c'est ça le nom? Ben, en fait, il y a plusieurs noms. À l'origine, ce que tu avais, c'est ce qu'on appelle le sexe tantrique.
Okay. Tout le monde en a entendu parler. J'imagine les gens comme un peu hippies qui font des séminaires sur la sexualité. Exact. C'est ça parce que j'imagine une scène dans Sex and the City où ils vont voir ça. Ouais. Puis c'est exactement ça. C'est aligner ses chakras. Okay. Fait qu'il y a c'est presque une association ésotérique. C'est spirituel. Okay. C'est une dimension de la sexualité qui va connecter ta sexualité avec ta spiritualité. Ça existe depuis des centaines / milliers d'années. Surtout, tu sais, en Orient. Ça, c'était là depuis longtemps. Ce qui est arrivé dans les années 70-80, ça sur quoi mes objets sont basés, puis toute ma vision, c'est sur ce qu'on appelle le sensate focus. C'est une technique en thérapie de sexologue qui va amener les gens à se concentrer uniquement sur leurs 5 sens pour se réapproprier leur corps puis reconnecter avec leur sexualité. Se reconnecter au sens versus, mettons, se perdre en pensée. Exact. Puis être... Tu sais, quand tu penses à ta liste d'épicerie ou il faudrait que j'atteigne 3 orgasmes dans cette relation-là. Exactement. Ouais. Tu sais, dans le fond, t'as ça, qui est le sensate focus, qui est vraiment la côté plus médical, ou thérapeutique. T'as, après ça, le slow sex, comme t'as mentionné, qui est apparu dans les années 93. Oh, ok, je pensais que c'était récent, parce que je suis sur la page de Slow Food Montréal. Je me disais, puis on a écrit un article pour le Lendemain Magazine sur le slow living, puis je me disais, bon, il y a le slow sex, c'est comme une philosophie qui imprègne toutes les sphères de la vie. Exact. C'est arrivé avec le slow movement des années 93 qui faisait face au fast food en Italie, qui voulait arrêter le fast food. Puis dans le fond, c'est comment prendre le temps. Fait que souvent, tu sais, des gens qui vont aimer le slow, j'ai vu un documentaire, tu voyais un homme qui trempait son asperge dans sa sauce, puis là, il anticipe le goût de son asperge dans sa sauce, puis là, il goûte. Ou tu sais, j'ai vu des théories qui c'était comme, OK, bon, on va faire un avant-midi, puis tu vas goûter des raisins. Ouais. Puis tu vas te concentrer sur la texture de ton raisin. Ça a l'air vraiment weird. Puis un atelier qu'on avait fait, je sais plus c'était quoi. Je pense qu'avec Mec, on avait fait une fin de semaine de plein air. Puis je pense qu'il y avait une marche en forêt, que c'était aussi une exploration sensorielle. Puis il fallait manger. Moi, je l'ai pas faite, mais c'est ça qu'on m'avait expliqué qu'il fallait que tu manges une pomme vraiment lentement. Puis ça me semblait que j'étais presque mal à l'aise. Tu sais, je me mange hyper vite, mais depuis que je cuisine ma propre bouffe, que je fais pousser mes aliments, je suis vraiment capable de mieux déguster les choses, puis de... Tu vas vouloir prendre le temps, tu sais. Prendre le temps, au lieu de... le temps que ça a pris. Exactement. Au lieu de voir la bouffe comme du carburant. C'était juste ça avant, tu sais. Puis maintenant, je le vois plus comme une expérience, puis je me dis, c'est tellement le fun, c'est un petit plaisir que tous les jours tu peux vivre, c'est manger un bon repas, puis souvent c'est en compagnie de quelqu'un d'autre. Moi, la première fois, ça m'avait fait ça, c'était dans un resto au noir, ici à Montréal, là, où est-ce que... OK, t'avais pas le choix de te concentrer. T'as plus la vue, fait que t'as pas le choix de te concentrer sur tes capteurs sensitifs sur ta langue. Oh, mon steak a telle texture. J'avais jamais remarqué qu'un steak avait une texture avant ce jour-là. T'sais. Est-ce que c'est une des raisons, pourquoi, pas le restaurant non, mais comme, de manière générale, que t'as créé un bandeau pour les yeux, est-ce que ça a rapport à ça, justement, de bloquer la vue pour que la personne se concentre sur les sens? Parce qu'on dépend tellement de notre vue sur tout, que de bloquer la vue, t'es obligé de te concentrer un peu plus sur ton toucher, sur l'odorat, sur l'ouïe, parce que le sens avec lequel ton corps se repère généralement est absent pour le moment. Fait qu'en faisant un bandeau ou en faisant des accessoires de massage avec de l'odorat, je voulais vraiment aller travailler d'autres trucs que juste le toucher, parce que t'as plusieurs sens que tu peux expérimenter dans ta sexualité. Juste pour revenir, on va finir sur le slow sex. Fait que le slow sex, ça c'est dans les années 90, début 2000, puis maintenant ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le mindful sex. Ah, parce que le mindfulness, la pleine conscience est très populaire. Puis tu sais, dans le fond, tantrisme c'est spiritualité, sensate focus c'est thérapeutique, slow living c'est vraiment dans le mouvement living. Sensate focus et slow sex c'était beaucoup à deux. C'était beaucoup expérimenté à deux. Tu sais, mettons, dans le slow sex, on va dire, bon, ben, parfait, tu te mets une date dans ton calendrier, ou est-ce que vous allez juste vous toucher? T'es pas obligé d'avoir un orgasme, t'es pas obligé d'avoir un rapport sexuel, mais de planifier du temps pour expérimenter ton corps puis vivre ta sensualité. Puis le mindfulness, il peut être aussi dans une dimension plus personnelle, parce que t'as ce qu'on appelle aussi du mindful masturbation, la masturbation pleine conscience. Fait que, ce qu'ils disent souvent, c'est tu te pratiques, ou tu sais, tu peux le faire avec toi-même, juste pour le bonheur de le faire avec toi-même. Puis après ça, tu peux mieux l'appliquer en couple, parce que en couple, t'as toujours cette pression de performance-là. Puis t'as toujours... Tu sais, quand on parle de pression de performance, on parle de, avoir un rapport sexuel avec pénétration, parce que la majorité des Nord-Américains pensent que c'est juste ça le sexe. Avoir un orgasme. Puis avant, c'était l'homme absolument qu'il fallait qu'il y ait un orgasme. Puis de nos jours,
c'est maintenant... Moi, j'ai déjà eu des partenaires qui m'ont dit « On peut pas avancer tant que t'as pas eu d'orgasme. » Puis je suis comme « C'est à cause que j'ai du fun, mon ami, là, on peut... on peut continuer, là, t'es pas obligé de te concentrer que là-dessus, là. Ça se peut que ça prenne 45 minutes, 1 heure, ou ça se peut que je me fâche avant qu'on y arrive. Puis, fait que c'est ça. Maintenant, les femmes aussi, il faut absolument qu'il y ait des orgasmes. Puis, en plus, t'as toute la pression physique de la culture qui t'a été imposée de « Bon, ben, mes lèvres, ma vulve devrait ressembler à ça. Est-ce qu'ils voient mon bourrelet? Est-ce que je crie assez fort? Est-ce que... » Puis là, tu sais, t'as toute la standardisation qui vient de tes 20, 30, 40 années de vie. Ou est-ce que c'est une image contrôlée de la sexualité que t'as vu que c'est juste les femmes entre 20 et 30 ans qui ont une sexualité, ou enfin entre 16 et 25, si on regarde la pointe. Tu sais, toute cette image-là est contrôlée, et vu que c'est ton seul référent mental, ben c'est ça à quoi t'espères aspirer dans ta sexualité. Fait que toutes ces questions-là viennent te bousculer quand t'es en couple, puis tu sais, quand tu fais de la sexualité à deux, tandis que quand t'es tout seul, tu peux être plus doux avec toi, puis tu sais, un peu comme de la méditation, dans le fond, pleine conscience. Dans de la méditation, pleine conscience, ils te disent pas, bon, mais si tu penses à quelque chose d'autre, méchante fille, comme tape ses doigts, non, c'est sois fin avec toi-même, accepte ton pensée, retasse-le. Fait que là, c'est dans le fond, utiliser tous les outils de la pleine conscience, mais pour être plus présent dans ta relation, puis aussi prendre plus de plaisir, sortir des standards imposés par la société. Sortir de sa tête, parce que je pense que le stress de quoi j'ai l'air, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce que je devrais faire, je devrais être plus flexible, je devrais avoir ma jambe à côté de ma tête. Tu sais, parce qu'on voit beaucoup, on a ri aussi une couple de fois des, tu sais, les manuels d'instruction dans les Cosmopolitan de la revue, là, de... Puis comment faire une bonne pipe en 5 étapes. Exactement, tu sais, puis c'est juste sur... Ils te disent pas, ça se peut que tu veuilles pas faire de pipe. Puis c'est correct. C'est correct. Ou ça se peut aussi que tu pognes des ITS avec ta pipe. Comme, tu sais, mais ce qui manque beaucoup, c'est de l'éducation. Tu sais, c'est ça le pire. Puis c'est un peu, moi, c'est ça, quand j'étais allée au Dragon, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Ils font, ta job, c'est une job d'éducation, d'évangélisation, puis c'est ça qui est là, puis qui coûte cher, puis les investisseurs veulent pas, nécessairement. Mais, c'est ce qu'on aime. Je pense que c'est pour ça qu'on connecte, parce que même avec Renard, il y a un volet éducation, de changer un peu la perception de c'est quoi le mouvement, puis de dire, le gym, les cours de sport, ça fait du bien, il faut bouger, tu sais, comme, mais il y a pas juste ça, tu sais, l'erreur, c'est pas de faire ça, c'est de penser que c'est juste tout ce qui existe dans le terme de mouvement, puis c'est pas juste pour être fit, avoir des abs, puis être mince, même si c'est des super bons bénéfices, mais, tu sais, le mouvement, c'est justement, c'est les expériences sensorielles, c'est utiliser ses mains pour créer des choses en artisanat, c'est d'être capable de squatter puis de te pencher pour prendre ton enfant, c'est tellement plus riche de sens, mais c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il faut en parler. Puis ton industrie est particulièrement difficile parce que tu te fais filtrer, censurer carrément. Il y a des concours qui te sont pas ouverts à cause de ton domaine. Facebook te permet pas de certains affichages. Je peux pas faire aucune publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google, tout ce qui est jouets érotiques pour femmes ou jouets érotiques en général est bloqué. Mais comme en ce moment il y a une grosse initiative à New York qui est en train de se produire parce qu'il y a une compagnie comme moi fondée par 2 femmes qui voulaient faire de la publicité dans le métro de New York. Ils ont fait toutes les étapes avec le métro de New York, tout semblait bien, puis après des dizaines de milliers de dollars investis pour planifier la campagne publicitaire, New York a dit on n'est pas à l'aise de promouvoir quoi que ce soit qui est d'érotique. OK, fine, mets-les dans tes lignes directrices à l'avenir. Puis après ça, ils sont allés dans le métro de New York une couple de semaines plus tard, puis ils voient des grosses publicités avec un cactus en forme de phallus, marqué en gros « Hims », lui. Puis c'est des publicités pour... la dysfonction érectile, c'est ça? Les médicaments pour la dysfonction érectile. Exact. Fait que le plaisir masculin est accepté, mais le plaisir féminin, qu'il soit sous n'importe quelle dimension, est encore extrêmement tabou dans tout ce qui est public. Fait que dès qu'on veut, mettons, n'importe quelle compagnie pourrait faire de la publicité sur Facebook puis se faire plus voir, ou même faire voir son contenu éducatif. Moi, même si c'est des billets de blog à contenu purement éducatif et qu'ils ne sont pas là pour... Ouais, c'est ça. Parler même de tes produits, c'est vraiment plus... ça passe pas. Même, j'ai vu des physiothérapeutes en réadaptation pelvienne que vu qu'ils parlent de périnée ou de trucs pelviens, ils se font bloquer sur Facebook. Puis on s'entend, là. Puis c'est un sujet on en parlait avant de commencer l'enregistrement, la santé pelvienne. Je sais pas il y a beaucoup de problématiques associées à ça en ce moment,
à cause de notre style de vie, de plein de facteurs qui fait que les filles sont des fois hypertoniques ou, je sais pas si on dit hypotoniques ou... Peut-être. Mais hypertoniques, en tout cas. L'inverse d'hypertonique. Mais, puis beaucoup de femmes en sont affectées, mais on n'en parle pas parce que c'est un sujet un peu gênant. Puis on pense aussi que c'est normal de vivre certaines choses après un accouchement. Oui, c'est normal de faire pipi quand tu ris après un accouchement. Non. Okay, ouais. Oui, 2 jours après, 2 semaines après, oui, c'est bon. Mais 2 ans après, non. Mais tu vois, mettons, en France, il y a un accompagnement avec les femmes qui ont accouché pendant 6 semaines après l'accouchement avec un physiothérapeute qui est payé par le gouvernement pour justement que tu reprennes ta santé pelvienne, que tu n'aies pas de descente de vessie, que tu fasses pas pipi dès que tu ris ou que tu regardes à gauche. Puis à l'extrême, des trucs comme ça, ça fait que la personne peut ne plus être fonctionnelle. Tu sais, si ça fait trop mal parce que les muscles sont trop tendus, ça peut empêcher la capacité à travailler carrément. Oui, à travailler, relations sexuelles, même juste d'être debout, c'est inconfortable, conduire, c'est inconfortable, mettre des sous-vêtements, rendu à un certain point, c'est rendu inconfortable, ou dans le cas où est-ce que c'est pas des muscles qui sont trop actifs, c'est quand c'est des muscles qui sont trop relâchés, ben là t'as des descentes d'organes, ce qu'on veut pas. Puis ce que je savais même pas qu'il existait avant, tu sais, comme encore une fois parce que c'est pas quelque chose qu'on parle. Non, tout ce qui est proche des organes génitaux, c'est tellement tabou, même chez l'homme, qu'on n'en parlera pas. On n'est pas supposé d'avoir de problème dans ce coin-là, puis on n'est pas supposé d'avoir un médecin. C'est ça, comme tu sais, l'éducation sexuelle va parler des maladies transmises sexuellement, puis si tu sens quelque chose qui cloche là, tu vas voir un médecin, puis t'espères que t'as rien, tu sais, mais sinon, on parle pas de les autres choses qui existent dans cette région. Fait que comment, dans ce contexte-là, où il y a une gêne individuelle, tu sais, les gens vont pas nécessairement se confier sur un de vos posts en disant leurs problèmes. Il y a des gens qui sont plus extravertis qui se confient à toi par des messages de remerciement ou des questions pour mieux comprendre. Ça va toujours être plus privé. On s'entend, il y a personne qui veut que sa grand-mère, sa tante puis ses collègues voient qu'ils ont commenté sur un truc de jouet érotique. Fait que dans ce contexte-là où les gens sont plus privés, que vous faites bloquer par Facebook, malgré tout, je pense que les gens, tu sais, comme quand je parlais que t'étais notre première vedette HEC, t'as fait le TED, t'avais gagné un prix, avait mis tes produits au centre de la table à un souper. Remerciement des donateurs. De HEC. Fait que ton message fait du chemin quand même. Ouais. Fait que comment t'as réussi à contourner un système qui veut pas te parler de ces sujets-là? Oui, un système qui est biaisé, là, on va s'entendre. C'est sûr que de faire des conférences, de faire des podcasts, d'aller aussi faire des articles quand je suis assez chanceuse. Généralement, c'est juste dans le coin de la Saint-Valentin là, que les journalistes s'intéressent à moi. Tu sais, d'être capable de parler des problématiques dans les jouets érotiques, ça fait son chemin, tranquillement pas vite. T'sais, on a commencé avec les phtalates, ce qui fait peur à tout le monde et qui devrait faire peur, parce que c'est pas légiféré. Mais tu sais, j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé pourquoi est-ce que ça vibre pas. À quoi ça sert si ça vibre pas? Puis de pouvoir faire cette information-là, de juste dire, ben anyway, ton point G, c'est pas une question de vibration, c'est une question de pression. Ah ouais? Ou tu sais, il y a tellement un manque d'éducation que quand on est capable de donner une éducation qui est décente et aussi tu sais, parce que moi, j'ai appris beaucoup en lisant des textes médicaux ou des livres qui sont beaucoup plus poussés que commun des mortels va pas aller lire ça. Fait que tu sais, d'être capable de transformer cette information-là qui est très technique puis la mettre en mots des gens de tous les jours. Les salades, ça sent le char neuf. Ça sent le char neuf. D'être capable de mettre ça dans des mots de tous les jours puis des expériences que les gens vont pouvoir se reconnecter, comme l'expérience du dauphin. J'ai plein de gens qui m'ont dit j'ai eu la même expérience. Fait que tu sais, en créant ce lien d'empathie-là par des expériences communes, c'est vraiment là où est-ce que je vais chercher du monde. Puis la qualité de nos produits est telle que les gens, même si normalement ils n'iraient pas parler de leur jouet érotique, j'ai déjà une cliente qui est passée devant au Sucassat, où est-ce que je présente régulièrement. Je pense que j'étais là. T'étais là. La cliente, avec ses 4-5 amis, elle fait « Venez voir mon dahlia! Venez voir mon dahlia! » Puis tu sais, elle pitch aux autres tellement elle est contente de son produit. Ça l'a sauvé après son divorce. Ça l'a sauvé après son divorce. C'est encore une très bonne cliente. Puis elle a prêté le livret d'accompagnement qu'on fait avec nos produits à sa fille adolescente pour qu'elle lise puis qu'elle apprenne plus sur son corps. Même à son chum. Puis parce que le livret en question, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un achète un produit, il reçoit pas juste ton produit, c'est pas dans du plastique, c'est dans des boîtes en carton. Oui, tout est dans le fond en papier. Là. Moi, j'ai jamais de plastique dans mes trucs. On fait tout en papier ou en tissu. Puis, il y a un livret, tu t'es dit, OK, c'est quoi l'expérience de la personne qui ouvre? Mais tu sais, je me disais, ce qui manque beaucoup d'éducation dans les jouets érotiques, c'est une bonne chose de savoir comment le ranger, comment le laver, puis comment le charger. Mais à part ça, quand tu t'en vas acheter un jouet érotique, c'est pas juste pour ça.
Puis je voyais à quel point il y avait beaucoup de questions au niveau des fantasmes. Comment est-ce que je parle de mes fantasmes avec mon partenaire? Comment est-ce qu'on travaille l'intimité? Qu'est-ce que le point G? Où est-ce que je peux le trouver? Pourquoi est-ce que je le trouve pas? Qu'est-ce que les exercices que j'aime? Tout ça, on en parle dans celui pour le dildo. Puis dans celui pour les masseurs, on parle d'intimité, on parle des 5 sens, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur vos 5 sens, puis des techniques de massage, évidemment. Fait que tu sais, oui, on fait des outils, mais vraiment, ce qu'on veut faire de plus en plus, puis j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant d'en faire autant que je voulais, c'est d'amener de l'information aux gens. Parce qu'avec de l'information, les gens vont pouvoir faire des choix qui sont plus éclairés, surtout en termes de choix érotiques, puis vont pouvoir arrêter de déculpabiliser. Parce que c'est ce qui arrive, les gens sont comme, bon, ben, je suis pas la moyenne canadienne de faire l'amour 1,15 fois par semaine. Combien d'orgasmes une fille, comme tu penses à des statistiques, oui, tu penses dis est-ce que je fais dedans ou pas dedans? Puis tu sais, dans le fond, les statistiques ont eu, faut que tu vois comment est-ce que la sexualité a été amenée dans la culture. Avant, c'était juste tabou, en tout cas en Occident, à cause du christianisme. Pendant longtemps, ça a été juste tabou, on n'en parlait pas, c'était juste pour la reproduction, puis c'est la seule utilisation de la sexualité. Après ça, dans les années 30-40, avec le premier sexologue qui est Kinsey, il a amené sur le domaine public tout ce qui est les statistiques. Parce que c'est un scientifique, c'est un biologiste de formation. Fait qu'il a amené juste les organes génitaux et tout, comment ça fonctionne la reproduction. Puis Master et Johnson, dans les années 80, ont amené vraiment des stats, parce qu'ils ont fait l'étude sur des gens nord-américains. Puis c'est resté des statistiques depuis, parce que c'est pas personnel. Puis c'est beaucoup plus facile de donner juste des chiffres, des données quantitatives que du qualitatif. Fait que, tu sais... Puis c'était déjà dur à leur époque de parler de ça. Parce que les Master et Johnson, ils ont une émission qui a été créée sur eux qui s'appelait Masters of Sex, qui est excellente. Puis tu vois un peu aussi toutes les difficultés d'étudier ce sujet-là. Encore à ce jour, des scientifiques qui étudient des trucs sexuels se font juger par leur père comme étant des pervers, tu sais. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai été une fille qui faisait des jouets érotiques comme projet final. Déjà, j'ai eu des bâtons dans les roues, mais si j'avais été un homme qui avait voulu faire des produits érotiques comme projet final, ça n'aurait jamais passé. Jamais. Fait que le développement se fait, en fait, dans l'industrie comme... C'est ça, il y a un espèce de tabou dans certains cercles, mais finalement, l'industrie continue de produire... L'industrie avance. Le seul problème, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent dans l'industrie, c'est eux qui sont capables de se faire voir. Puis, les seules places où est-ce qu'on peut se faire voir, tu sais, tantôt tu mentionnais, je peux pas me faire voir sur Facebook. OK, ben mes autres options, ça serait de me faire voir sur des sites de pornographie. Mais on s'entend, des sites de pornographie qui ont les valeurs que j'ai, puis qui veulent faire de l'éducation, puis qui veulent faire des trucs qui sont pas normés. Il y en a pas tant que ça. Tu sais, fait que ça nous laisse vraiment un petit range, puis là, on essaye de se battre pour dire, ben écoute, de la sexualité, ça fait partie du bien collectif, puis de l'expérience humaine commune. Tu sais, 99% de la population a une vie sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'en parler plus, puis d'accepter que ça va arriver quand nos enfants à 8-9 ans peuvent avoir accès à de la porn sur Internet? Surtout, j'ai l'impression que ça va changer avec la pression de la nouvelle génération qui est exposée à des choses qu'on n'était pas, là. Juste l'habillement des jeunes filles... Comme des années, comme on a grandi dans les années 90, là, je me rappelle les cours d'éduc, je parlais avec un professeur d'éducation physique, je portais des petits chandails de coton moulette avec des longues shorts, puis aujourd'hui c'est les yoga pants, les petites filles ont des crop tops, puis comme je pense que il y a justement les médias sociaux, ça peut leur amener de l'information de qualité, puis ça pourrait vraiment leur donner du pouvoir pour qu'ils soient mieux dans leur corps, mais si c'est pas fait de manière consciencieuse, puis si l'information est pas de qualité, mais ça peut alimenter plus de complexes, puis de confusion, puis une sexualisation à un âge où tu sais pas vraiment ce que tu fais. Tu comprends pas encore, tu sais. C'est une sexualisation, oui, à un âge qui peut être comme précoce, mais écoute, il y a toujours, je pense que je lisais que l'âge où est-ce que tu as les premières relations sexuelles a retardé avec le temps par rapport à avant. Ah, OK. Il a retardé, mais les gens font beaucoup plus d'autres choses que de la pénétration. OK. Ou, si oui, ils ont pas l'éducation qui va avec, tu sais. OK. Ils ont pas l'éducation, tu sais, sur le consentement. Déjà, qui est quelque chose qu'il faut absolument qu'on donne de plus en plus de l'information là-dessus. Mais tu sais, le consentement, OK, c'est quoi ton genre? Est-ce que... Tu sais, j'en ai un livre que j'ai pas amené aujourd'hui qui s'appelle Delusions of Gender. Comment est-ce que, tu sais, le genre, c'est quelque chose qui est fluide, beaucoup plus que, tu sais, quelque chose qui est, bon, ben parfait, on a un petit gars, on va l'habiller en bleu, on a une petite fille, on va l'habiller en rose, puis on va y acheter des Barbies, le gars, on va y acheter des outils. Ça aussi, ça amène des réflexions vraiment... Oui, puis tu sais... Est-ce que tu sens que tous ces mouvements sociaux-là qui arrivent facilitent ton travail en ce moment?
Oui et non. Oui, dans le sens qu'il y a définitivement une plus grande ouverture sur la sexualité saine qu'il y avait il y a 6 ans, quand j'ai commencé. 6-7 ans même. C'est beaucoup plus sur... Tu sais, les gens comprennent de plus en plus qu'une sexualité saine, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles, je crois. Mais, tu sais, comme tout courant, il y a toujours un contrebalan. Tu sais, il y a du monde qui vont revenir plus rigide qu'ils l'étaient à cause qu'il y a du monde qui ont fait des... qui sont allés, mettons, plus à gauche, fait que les gens de droite vont resserrer la droite. Tu sais, quand on y pense, là, les jouets érotiques étaient interdits au Texas jusqu'en 2006. Tu pouvais aller en prison. Je ne savais parce que t'achetais des jouets érotiques. Okay. Mais tu pouvais acheter du Viagra depuis 1992. Tu sais, c'est un peu ça, la dimension. Puis tu sais, tu vois, mettons, avec l'Alabama qui a interdit... Tu sais, parce que veux pas, en tant que compagnie de jouets érotiques, on est au courant de tout ce qui se passe en termes de sexualité puis du corps de la femme. Ou en tout cas, on essaye de s'impliquer d'un côté éthique de ce bord-là. Puis avec l'Alabama puis les droits de l'avortement là-bas qui ont été changés, tu te dis, OK, qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres dans les jouets érotiques? Surtout des jouets érotiques éthiques faits par des femmes. Puisque depuis 2010, il y a eu une explosion de compagnies de jouets érotiques faites par des femmes éthiques, ce qui est merveilleux. Mais on n'est pas capable, tu sais, je parlais avec d'autres fondatrices, on n'est pas capable de briser notre propre plafond de verre, si tu veux, dans le sens où on peut pas acheter de la pub, on peut pas faire de la pub, on peut pas aller dans certains événements parce qu'on est à caractère érotique, fait qu'on veut pas qu'on soit proche des enfants. Les boutiques érotiques, c'est dur d'en ouvrir, fait que ceux qui étaient là dans les années 80 en Amérique du Nord, c'est plus facile, mais après ça, comme le zonage rend les trucs compliqués, fait que oui, ça avance, mais c'est lent, très très lent. Puis là, tu vois, justement, on s'est rendu compte avec le temps que oui, nos produits étaient utilisés pour la sexualité, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles mamans ou des gens qui se remettaient d'un cancer qui utilisaient nos jouets pour se réapproprier leur sexualité, puis en même temps, ils se sont rendus compte que ça pouvait être utile dans leur rééducation périnéale. Fait que là... C'est une intuition que tu avais au départ, de dire « Ah, est-ce que je vais vers le côté sexualité ou est-ce que je vais vers le côté médical? » Puis c'était deux marques différentes, deux approches différentes, puis finalement, tu avais penché vers le couple, puis finalement, l'aspect médical revient à la surface, puis il y a peut-être une lueur d'espoir dans le sens où avoir un discours médical pourrait te permettre d'avoir une plus grande visibilité, puis pas de te faire bloquer autant. Exact. Puis tu sais aussi, à l'époque, j'étais comme le symptôme de l'imposteur, là. J'étais comme, j'ai aucune formation dans du médical thérapeutique. Je peux pas dire que je m'en vais dans cette industrie-là. Puis finalement, c'est des physios qui sont venus vers moi, tu sais, pour me dire, le produit fonctionne, on peut-tu l'avoir? Fait qu'à ce moment-là, tu sais, quand c'est des professionnels qui reviennent vers toi, ton syndrome d'imposteur s'en va un peu. Mais c'est ça, tu sais, c'est notre chance de pouvoir sortir de la zone sombre, si tu veux, de l'érotisme, puis de faire un changement dans la vie des gens aussi, dans une autre dimension, puis qu'après ça, ils puissent l'utiliser érotique aussi. C'est ça, c'est un produit similaire, en fait. Mais des fois, c'est vrai qu'on a besoin de faire la séparation, là, entre... Mais surtout, tu sais, quand t'es en processus de réadaptation pelvien après un accouchement ou après un accident, tu veux même pas penser à ta sexualité, là. C'est même pas proche de ton cerveau, tu veux juste pouvoir vivre comme du monde. Puis une fois là, que t'as récupéré ça, ben là, après ça, la sexualité peut rentrer en compte de jeu. Fait que ça, c'est un autre chapitre. Prochain chapitre. Il y a encore plein de bonnes histoires parce que, encore une fois, à ton approche habituelle, t'as énormément lu sur le sujet, tu t'es informé, tu t'es entouré de personnes compétentes, puis t'as justement refait un design, un site web pour la compagnie qui va s'appeler Kaoli. Oui. Mais on s'est dit ça va être une autre discussion. Une autre discussion pour un autre jour. Puis, fait que là, on t'a entendu parler de ton histoire, puis je sais que c'est ça, tu t'es inspiré de plein de personnes dans ton parcours. Quelqu'un qui est curieux puis se dit, OK, comment est-ce que je peux accéder à de l'information de qualité, que ce soit sur le web ou des livres? Ça serait quoi tes recommandations? Mon livre que tous un chacun doit lire une fois dans sa vie, c'est Come As You Are de Emily Nagoski, qui est un best-seller au New York Times, qui est une bible d'informations sur la sexualité féminine. Qui est très bien aussi traduit en commun, dans le fond. C'est une éducatrice sexuelle qui va parler du contexte, comment est-ce que le contexte est important dans la sexualité, etc. Honnêtement... Le contexte... Mental. Mental, OK. Mental, beaucoup. Puis aussi le désir responsive. Dans le fond, comment est-ce que le désir peut être présent dans ta tête, mais pas ton corps, ou que ton corps
réagis à quelque chose, mais t'es pas excité dans ta tête. OK. Puis comment est-ce que ça aussi peut créer fascinant. des problèmes, puis aussi comment venir travailler la pression de performance. Tu sais, je devrais avoir plus de sexualité, ou j'en ai trop par rapport à la norme, comment gérer ça. C'est vraiment, honnêtement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus, et beaucoup de gens vont dire la même chose. Un autre pour les lecteurs plus en français, Comme As You Are est aussi disponible en français, je me rappelle plus du nom. OK. Mais il a été traduit. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est La sexualité est une longue conversation. OK. Qui est vraiment un livre sur comme décrocher de ce qu'on pense qui nous excite, puis vraiment se reconnecter avec soi pour savoir qu'est-ce qui nous excite vraiment, au fond, là, enlever les tabous, puis travailler plus sur la sexualité. C'est vrai qu'encore une fois, il y a une image des préliminaires. T'sais, on rit beaucoup des préliminaires, que souvent c'est le truc qu'il faut faire pour la femme, puis c'est vu un peu comme une corvée, puis même la femme, des fois, je pense qu'il y a tellement d'histoires qu'on entend de filles qui s'obligent ou qui se forcent à prendre un déshabillé, puis finalement l'expérience est pas si top que ça, puis faut que se questionner, est-ce que c'est vraiment moi ça, est-ce que c'est vraiment moi un déshabillé, ou je préfère y aller en coton watté, puis je suis beaucoup plus à l'aise dans mon coton watté, puis dans mon corps, puis dans mon amplitude de mouvement, parce que c'est beau là, un déshabillé là. Je suis une maniaque de lingerie, tu le sais, mais comme à un moment donné, t'as comme ok, ça tourne pas comme ça, je suis coincée dessus, les bandes dessus. Fait que là, ça dépend de ce que t'as en tête. Puis puis il y a des lingeries que tu regardes le mannequin, puis sur nous, ça fait pas. Puis là, encore une fois, la pression de performance, tu te dis, mais je devrais fitter dans cette Je devrais pouvoir porter un corset 20 heures sur 24. Mais je vais rebondir là-dessus parce que je viens de me rappeler, on n'a pas abordé d'autres produits que t'as qui sont reliés à ça un peu, les préliminaires ou juste l'exploration sensorielle. L'exploration sensorielle, parce que je pense que les gens, quand on s'imagine sexualité, c'est ça, la performance sexuelle, ou c'est l'aspect romantique des gens. Faut mettre des pétales de rose, faut baisser les lumières, faut mettre des bougies, faut utiliser une huile à massage. Mettre du Barry White. Exactement. Tu sais, puis toi, t'as conçu quand même des produits classiques comme des bougies, de l'huile à massage, mais le but, c'est pas de dire aux gens, vous devez absolument faire ça, c'est de dire, réfléchis à l'usage, puis voici pourquoi c'est important, tu sais, puis pourquoi ça fait du bien. Puis encore une fois, ça revient à stimuler ses sens. Oui. Tu sais, on a vraiment travaillé pour les produits de massage, comme la chandelle de massage puis l'huile. On a travaillé vraiment sur l'odeur. Parce qu'on voulait que les gens reconnectent avec l'odeur. Puis moi, tu sais, tout le monde qui va écouter ça est déjà rentré dans un sex shop puis a senti une huile de massage mangeable qui sent la vanille, la tarte aux fraises ou le chocolat. Puis là, tu dis, quelle bonne idée! Je vais m'acheter ça. Puis là, t'arrives chez vous, tu te masses 2 minutes. De 1, c'est collant. De 2, tu vas t'acheter tes draps. De 3, après 2 minutes, t'es comme, ok, ça y est, j'ai mal au cœur. C'est too much. La tarte au sucre, pour moi, dans le lit, it's a no. Surtout à 37 degrés à Montréal, c'est pas tant l'odeur qui va t'exciter. Fait qu'on a travaillé vraiment sur des odeurs plus d'agrumes qui vont exciter le mental. Un peu de bois pour, dans le fond, du bois de rose pour amener une dimension plus musquée. OK. Puis, du ylang-ylang qui est reconnu pour ses propriétés un peu plus aphrodisiaques. OK. Fait que tu sais, on a vraiment travaillé l'odeur pour que ce soit quelque chose, pas que ça sente comme le spa, parce que tu veux pas être excité quand tu reçois un massage dans un spa, mais... Je comprends. Fait que ça sent pas l'eucalyptus, tu sais. Ça sent pas l'eucalyptus, mais ça sent assez pour te rafraîchir, te réveiller, mais sans comme t'exciter, tu iras pas faire un jogging avec l'odeur. Puis tu sais, la chandelle de massage, on voulait faire quelque chose qui permet de, créer une ambiance. Ah. Oh non, c'est moi! Donc on a fait la chandelle aussi pour, tu sais, on voulait faire, une ambiance, mais une chandelle de massage, comment ça marche dans le fond, c'est une cire de massage c'est une cire qui est faite à base de soya, fait que la température de fusion est proche de celle du corps. OK. Fait que ça te permet d'avoir une cire qui va réchauffer. Si tu la coules direct sur ton bras, elle va réchauffer, mais ça va te faire, dans le fond, c'est comme une crème de massage chaude. OK. C'est exactement ça, c'est juste que t'as un 2 en 1. T'as ton substrat de massage, puis t'as l'ambiance qui est faite avec la chandelle ensemble. Puis là, d'ailleurs, on est en train de, tu sais, on parlait de design, on est en train de redesigner le pot pour que, il soit fait en porcelaine. Of course, tu connais mon amour pour la porcelaine. Puis 2, que la préhension soit meilleure. Pour avoir vraiment une meilleure préhension, puis un bec verseur pour que, tu sais, ça verse pas un peu partout, puis t'as toujours des problèmes, là, dans le fond, avec des pots comme ça. Fait que vraiment l'améliorer. Puis c'est ça, tu sais, on a commencé avec les outils d'exploration corporelle. Après ça, on est allé avec les outils vraiment sensoriels. Parce que c'est
sais, c'est des trucs aussi qui coûtent moins cher, on va se le dire. Ils sont plus accessibles. Ils sont plus accessibles, on voulait faire des produits qui sont accessibles. T'sais, Parce oui, que les tiens sont positionnés dans le luxe. Oui. C'est ça. C'est moyen haut de gamme. On s'entend, il y a des jouets érotiques qui se vendent 20 000 €. En or. En or, ouais. avec des diamants dessus. Fait que t'es pas dans l'ultra-luxe. Je suis pas dans l'ultra-luxe. On s'entend, le dildo, il se détaille à 140, mais il y a une garantie de 5 ans dessus. Qu'on appelle notre garantie. Oups, si on parlait tantôt, la porcelaine, est-ce que ça brise? Puis, pour briser le tabou dans la tête des gens que ça brise, on a dit parfait, on vous offre une garantie 5 ans. Il t'arrive une bad luck avec, tu l'échappes, il brise, on te le remplace. On a tellement confiance en notre porcelaine, puis en la qualité de la porcelaine, qu'on se dit, on va offrir une garantie. Fait que, tu sais, en fait, nos produits, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a créé des produits qui sont bons à vie. Fait qu'on a décidé de faire des produits qui, dans le fond, te permettent de passer au travers et d'en racheter d'autres. C'est-tu ton téléphone, là? Bref, OK. On va continuer sur les livres, je pense? Oui. Fait que, donc, on a fait Sexualité d'une longue conversation. Il y a aussi I Love Female Orgasm, qui est très drôle, qui a beaucoup de stats dessus. C'est le volet humoristique. Comme tu disais, il y a plusieurs courants. Il y a souvent la sexualité en lien avec l'humour pour alléger. Pour alléger. Tu sais, par expérience personnelle, de faire un peu de joke, ça rend les gens beaucoup plus à l'aise parce que sinon, des fois, ils sont un peu privés dans leur approche. Un qui était très bon, que j'ai pas encore fini, qui est Buzz Stimulating History of Sex Toy, qui est l'histoire des jouets érotiques en Amérique du Nord. Qui est super intéressant. Tu sais, je te parlais tantôt de c'était interdit au Texas jusqu'en 2006. Mais l'auteur était vendeuse de jouets érotiques en 2005-2006, quand c'était encore illégal. OK. Puis elle a fait, dans le fond, un post-doctorat sur l'histoire des jouets érotiques en Amérique du Nord. OK. Elle est super fine aussi. C'est vraiment un très bon livre. Puis, qu'on parlait beaucoup aussi durant aujourd'hui, c'est Touching, Significance of the Skin, qui a une petite section érotique dedans, mais sinon, beaucoup d'autres sections, tu sais, le reste, c'est vraiment le rapport au corps. Beaucoup plus, puis au toucher que de la sexualité, là. Super intéressant. Si les gens veulent te suivre, toi, parce que tu partages du bon contenu, J'essaie. C'est quoi les points de contact, Dans le les fond, meilleurs? on a un site web pour tous nos articles de blog qui est www.désirable avec un s.ca. On a après ça sur Facebook où est-ce qu'on va partager aussi beaucoup de contenu. C'est Désirable ED sur Facebook. Puis après ça, sur Instagram, on a aussi un compte qui est là. On va plus partager des citations inspirantes, des œuvres d'artistes, des photos de nos produits, des choses comme ça sur Instagram. C'est encore Désirable avec un SED pour Expérience Design. Puis, sinon aussi, vous pouvez vous abonner à notre infolettre sur le site web. Ça, j'imagine que c'est plus facile pour vous. Les gens, une fois qu'ils sont abonnés, d'être en contact avec eux puis de partager. On partage, dans le fond, tous nos nouveaux billets de blog là-dessus. On est en train d'en créer des nouveaux, là. On était plus occupés avec nos produits puis vendre à travers le monde dans les dernières années. Puis là, on commence à créer de plus en plus de contenu. Puis en plus, ça donne un 10% sur leur premier achat. OK. Super. Ça, c'est toutes nos plateformes. Personnellement, s'il y a des gens que je vous dirais de suivre, Émilie Nagoski, qui est l'auteur de Come As You Are, va donner beaucoup d'informations. C'est sûr, ça va être en anglais, c'est moins comme le fun. Mais sinon, je pense, comme toi puis moi, on est des gros fans de tout ce qui est les conférences TED. Un petit format, 20 minutes. Puis il y a aussi un excellent podcast pour les mères, que moi j'aime beaucoup, qui vient d'Halifax. C'est sur la sexualité des mères. Sexualité des mères, qui s'appelle Momgasm, jeu de mots entre mom et orgasme, qui est un excellent podcast. Puis au Québec, vous avez Comme des lapins, qui est un blog en ligne qui va parler beaucoup de sexualité, de plein d'aspects. Puis elle va souvent traduire, comme par exemple ces temps-ci, elle parle de Come As You Are, toutes les discussions qu'il y a dans Come As You Are, mais elle les décrit pour sa communauté francophone. Excellent. Merci beaucoup pour ta présence, Merci Isabelle. pour l'invitation. La deuxième invitation est déjà là. On va parler peut-être de réhabilitation féminine, de l'utilisation des produits dans un autre contexte. On le fera plus tard à l'automne, je pense, quand il va faire moins chaud. Oui, ou de soir. Donc, merci à tout le monde pour l'écoute. À la prochaine.